Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Vous vous êtes peut-être déjà cassé le nez en arrivant devant un restaurant avec un arrêté préfectoral qui annonçait une fermeture administrative pour manquement des règles d'hygiène. Aujourd'hui, je suis avec Fabrice qui va nous expliquer le travail de l'ombre qui s'opère pour que nous mangions en toute sécurité. Il y a une fois, j'ai pas voulu bouffer avant. J'ai vu l'état du restaurant, j'ai vu le mec arriver, j'ai ouvert la carte, c'était moisi à l'intérieur. Je dis, je ne mange pas. Après quelques minutes de négociation, j'ai commandé des plats. Je dis, je vous préviens, je mange pas, je goûterai pas. Ça pue, je dis, ça pue la merde là. Donc je commande des plats, et puis ça n'a pas loupé. Hein. Putain, ok. Il y a le saumon, il y avait du saumon. En plus, j'avais demandé au mec, il est pas périmé votre saumon. Non. Vous êtes sûr? En plus, je préviens. Hein. Vous êtes sûr? Non. Je fais ça. T'es piqué, paf, ok, très bien. Donc, je dis, votre truc, ça va pas. Il y a un problème. C'est dégueulasse. Et là, quand j'étais en cuisine. Fabrice, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ton expérience. Déjà, pour commencer, tu travailles à la DDPP. C'est quoi la DDPP? Bonjour Thomas. La DDPP, c'est la Direction départementale de la protection des populations. Alors, les populations, ça va de l'animal, de la ferme, jusqu'à nous, les humains qui mangeons dans notre assiette. Et on contrôle toute la filière, de la fourche à la fourchette. Ah, le beau slogan. Comment t'es venu à travailler pour la DDPP, du coup? Ça remonte au 1er juillet 1986. Je suis rentré au service vétérinaire à l'époque, ça s'appelait. Donc pour le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et je suis rentré parce que je connaissais ce métier de par mon père, puisqu'il faisait ce métier avant moi. D'accord. Donc il recrutait des gens et je suis rentré au 1er juillet 1986. D'accord, donc une belle expérience, ce qu'on disait, 39 ans maintenant. C'est de plus en plus rare, hein, des personnes qui restent aussi longtemps sur poste. Déjà, moi, quand on me parle d'hygiène alimentaire, de contrôle alimentaire, je pense tout de suite, le cliché que j'ai en tête, j'imagine un homme en blouse blanche, avec un masque, qui vient contrôler un restaurant, une usine, peu importe, un contrôle chez un agriculteur. Est-ce que c'est ça la réalité? Comment ça se passe un contrôle? Est-ce que tu fais des contrôles et comment ça se passe? Alors, c'est à peu près ça, oui. Tu as résumé la situation, à peu près. Lorsque on contrôle, forcément, quand on va contrôler dans les fermes, le bien-être animal, les identifications des animaux, on n'est pas en blouse blanche, on est bien d'accord. Donc, comme on contrôle toute la filière, comme je le rappelle, de la fourche à la fourchette, ça décrit à peu près ça dans les usines agroalimentaires. Je ne sais pas si je dois citer des noms d'usines. T'es pas obligé, mais bon, en Vendée, les usines on les connaît. Agroalimentaires en Vendée, on a les grosses usines comme Sodebo, comme les abattoirs aussi. On abat des volailles. Donc nous sommes là pour contrôler toute cette filière jusqu'à ce que vous ayez ce que vous avez dans l'assiette. D'accord. Donc après, tu contrôles, ça peut aller de l'agriculteur jusqu'à l'usine, jusqu'au magasin même? Complètement. Jusqu'au restaurant même, d'ailleurs. On appelle ça la remise directe au consommateur. Donc on contrôle dans les fermes, comme tu l'as tout à fait dit, et on contrôle jusqu'à ce que vous ayez ça dans l'assiette, donc que ce soit dans la grande surface, où vous allez donc acheter vos produits, et les restaurants, les bouchers, les poissonniers, les boulangers. Oui, c'est exactement ça. Toi, dans ton quotidien, tu as un planning? Comment tu décides qui tu vas contrôler, pourquoi tu vas le contrôler, comment ça se passe? Alors on a une programmation annuelle, une programmation qui nous est donnée par le ministère de l'Agriculture, la Direction Générale de l'Alimentation plus précisément, et qui nous donne le nombre d'inspections que l'on doit faire pour chaque catégorie, pour tant de restaurants, tant de boucheries, charcuteries, etc. Et on a ça en début d'année, et donc on a toute cette programmation à faire dans l'année. Alors ça dépend des personnes, des inspections qu'ils ont à faire, des établissements qu'ils ont à contrôler. Donc ça va d'une 100 à 150 inspections à 50, 60 inspections, ça dépend, parce qu'il y a des inspections qui mettent beaucoup plus de temps à faire que, par exemple, un restaurant. On va dire qu'une inspection d'un restaurant, ça prend en gros 1h30 sur place. Ça va entre 1 heure et 2 heures.
Et après, il faut justifier cette inspection. Et pour justifier cette inspection, on remplit donc une grille d'inspection sur un système informatique. Et là, ça prend beaucoup plus de temps, par contre, que le contrôle lui-même. Plus d'administratif, finalement, que de temps pur de contrôle, quoi. Exactement. Tu décides comment ou d'ailleurs au-dessus de toi, peut-être qu'on te dit qui tu vas aller contrôler. Comment ça se présente? Est-ce qu'il y en a que tu sais que tu vas aller contrôler parce que c'est comme ça chaque année, c'est régulier, etc. Ou est-ce que tu dis, bon, je vais aller tel restaurant par surprise, comme ça, s'il y a des choses à cacher, enfin voilà. Comment on décide de tout ça, en fait? Alors, ça dépend des filières, justement. Comme il y a plusieurs métiers au sein de la Direction départementale de la protection des populations, la DDPP, il y a des gens qui font donc des usines agroalimentaires où ça prend beaucoup plus de temps, donc ils font moins d'inspections. Donc, mais c'est eux, tout ça, c'est programmé en début d'année. Une usine doit être inspectée pour certaines usines 3 à 4 fois par an. D'accord. D'autres usines, 1 fois par an. Donc, c'est bien un planning que chaque technicien, ou technicienne bien sûr, établit en début d'année. D'accord. Par exemple, pour ma part, si on doit parler de la remise directe, donc par exemple, contrôler des restaurants, à chaque début d'année, on regarde toute la liste des restaurants qu'il y a en Vendée. Il y en a en gros 1600, 1700, je ne sais plus. Et là, on choisit les restaurants qui n'ont pas été faits depuis plusieurs années. Et puis après, en cours de saison, en cours d'année, il y a des personnes qui nous contactent pour nous dénoncer des mauvaises pratiques dans un restaurant, où il y a parfois, des TIAC, toxi-infection alimentaire collective, donc des gens qui sont malades après avoir été mangés dans un restaurant, où là on est mis au courant et on va bien sûr contrôler. Donc on a une programmation, mais la programmation souvent est chamboulée par l'actualité, on va dire. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire potentiellement donc, de la délation. Ça veut dire des gens qui... Alors ça peut être des employés, ça peut être... Des employés, des voisins. Des fois c'est arrivé, des gens qui viennent de l'extérieur. Des livreurs, des choses comme ça. Qui vous avez là, là c'est vrai que c'est pas terrible. Bon, c'est pas à chaque fois qu'il y a une dénonciation ou c'est pas vraiment une dénonciation, c'est pas le terme, c'est un signalement. Oui. C'est plus simple. Tout n'est pas toujours vrai. Quand on se déplace, on voit bien que le signalement n'est pas forcément... ça arrive souvent. Il faut démêler le vrai du faux. Voilà. Ouais. Mais on y va quand même. Ouais, pas le choix. Ah oui. Pas le choix. On choisit toujours un peu, mais on y va. Quand on a un signalement, en général, on y va. Le contrôleur, il y a une image un peu... c'est comme un policier, quoi. C'est l'État qui vient et qui vérifie si on ne fait pas de bêtises. Comment on est reçu quand on contrôle? C'est une bonne question. Ça dépend vraiment de l'interlocuteur que l'on a devant nous. Il y a du stress, systématiquement. J'ai souvenir d'une dame, d'un couple qui tenait un restaurant qui était très très bien. Et la dame, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a sur le menu dans la salle? Et elle était responsable de salle, et elle n'a pas été capable de me donner le menu. Ah oui, parce qu'elle était stressée. Alors je l'ai tout de suite dit, attendez madame, tout se passe bien. Et là, paf, c'est ressorti. Donc ça dépend vraiment. Alors par exemple, les conflits avec la personne que l'on contrôle, c'est extrêmement rare. Ça arrive, on ne peut pas dire que ça n'arrive pas. Mais sur 100 contrôles, on a un contrôle ou 2 contrôles qui peut ne pas se passer correctement, quoi, au niveau de la relation. Et quand tu dis qu'il ne se passe pas correctement, c'est quoi? C'est le ton qui monte, c'est des menaces, Oui, on peut même être foutu à la porte, quoi. Ah oui? Oui. Après, ça se passe moins bien pour le contrôler, mais c'est très très rare, très très rare. Ouais, fort heureusement. Ça peut aller loin quand même, quoi. Tu me parlais de... Oui. En CU, ça peut aller jusqu'à des dépôts de plainte, etc. quoi. Complètement, oui, ça m'est déjà arrivé, en sortant d'un établissement où ça s'était très très mal passé. Eh bien, j'étais avec ma chef de service, Claire, pour un petit dédicace. Passe le bonjour. Ouais. Voilà. Et puis, en sortant, on s'est regardé, on a dit, il faut qu'on aille à la gendarmerie pour porter plainte pour agression verbale, quoi. Ah oui, à ce point-là. Oui, avec même menace avec un outil. Ah oui, carrément, oui. C'est parti très loin. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les mesures si le contrôle, il révèle je vais appeler ça des anomalies? Oui. Alors, il y a une notation, en fait, c'est comme à l'école. Lorsque l'on fait un contrôle, on a 4 notes, A, B, C, D.
Vous le comprendrez, le A, c'est que tout va bien, quoi. Donc l'établissement est noté A, tout va bien. Le B, c'est un avertissement. En fait, c'est une suite administrative, on appelle ça avertissement. On rappelle quand même les règles d'hygiène ou d'autres, de fonctionnement de l'établissement, mais ça ne fait pas l'objet de suite. C'est la lettre C, où là, il y a une suite. Et la lettre C, c'est donc une mise en demeure. On renvoie donc à l'établissement une liste des mesures correctives à effectuer, et puis on vient contrôler si les mesures correctives ont bien été mises en place. Mais il continue à travailler. Ah, bien sûr. Le gars, il oui. fait faire le gars. Alors ça, c'est là donc le C. Et par contre, là, j'en viens à la lettre D, où là, c'est fermeture. Tout de suite. Oui, fermeture immédiate. D'accord. La lettre D, donc la lettre D, c'est la notation générale. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des situations difficiles? J'entends, par exemple, tu contrôles un restaurant, depuis tout à l'heure on parle de ça, tu vois que c'est juste un oubli, par exemple. Je sais pas, on va rentrer peut-être plus dans le détail plus tard, mais tu vois que c'est juste un oubli. Mais bon, c'est une faute qui peut coûter cher, parce que des infections, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent aller loin, qui peuvent entraîner la mort, parfois. Mais bon, tu vas dire, lui, je sais que c'est un gars sérieux, c'est juste un oubli, je vais rien dire. Mais, tu vois, distinguer un peu l'erreur de la fraude manifeste. Est-ce qu'il y a une indulgence en fonction de qui t'as en face de toi ? Complètement. Donc, il y a des inspections où on voit tout de suite si les oublis ou les erreurs ou les par omission sont récurrentes ou sont faites du jour ou de la veille, ou c'est quelque chose qui est exceptionnel par rapport au reste de l'inspection, par rapport à l'échange que l'on a avec le professionnel. Quand on arrive dans un établissement où on voit bien qu'il y a des gros soucis de fonctionnement, de nettoyage, de produits avec des DLC dépassés, des températures qui ne sont pas conformes, s'il y a un petit manquement à côté, là, on va pas passer à côté. Ouais. Par contre, si on voit bien que l'établissement est correct, tout se passe bien, on va faire un rappel un peu à la loi, on va dire. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des situations de fraude avérée, c'est-à-dire de vrais systèmes de fraude? Je ne sais pas si tu vois vraiment où je veux en venir. Par exemple, quelqu'un qui vend un produit dit bio, mais que c'est pas du tout du bio, ou le restaurateur qui dit que c'est du saumon, finalement c'est de la truite. Enfin, tu vois, les situations peut-être classiques, je suis gentil. Vas-y, raconte-nous ce que tu as pu vivre éventuellement. Alors, les deux exemples que tu viens de donner, ce n'est pas de ma compétence. D'accord. C'est de la compétence de mes collègues de la concurrence, consommation et répression des fraudes, qui sont un service de la DDPP. D'accord, un autre service, d'autres collègues à toi. Service, okay. Voilà, qui sont l'émanation du ministère des Finances, les fraudes, quoi. L'enseignement, anciennement appelé les fraudes. Alors, eux, ils surveillent toutes ces choses-là que tu viens de décrire. Donc, la fraude à ce genre de produit. Non, nous, c'est plutôt tout ce qui est température. Alors, si c'est arrivé, alors comme on travaille en commun quand même avec nos collègues... Tu peux vite détecter quelque chose, tu vas appeler ton collègue tout de suite, quoi. Nous, ce qu'on détecte plus souvent, et ce qui est plus facile... Enfin, non, c'est pas facile, mais ça arrive, si. C'est la réemballe. Donc la réemballe, dans certains établissements, ils prennent de la viande, je ne sais pas, qui était avec une DLC dépassée, des choses comme ça, ils la désemballent, et ils la remettent dans une barquette avec une nouvelle date. Ça, c'est la réemballe. C'est hyper dangereux. Bien sûr. La viande, c'est le truc. Enfin, on voit les scandales encore. Bien sûr, mais ça arrive. On sait que ça arrive. Oui. Ah ouais, ça fait peur ce que tu racontes quand même, parce que c'est on est là pour ça. On est là pour contrôler toutes ces choses-là. Ça fait super peur. Alors justement, il y a une partie un peu, tu parles de contrôle de température, etc., un peu scientifique sur ton métier. Est-ce que c'est un métier très scientifique? Est-ce que c'est difficile? Il faut beaucoup de connaissances scientifiques. Je pense, oui. Il y a certaines choses qu'il faut connaître en biologie ou en chimie pour pas être perdu devant le professionnel. Après, c'est vrai que moi, après 39 ans, j'ai de l'expérience. C'est plus facile. Pour rentrer déjà au service vétérinaire, c'est vrai que j'en ai pas parlé, il faut un niveau bac. Alors, on ne parle pas de diplôme en tant que tel, mais un niveau bac. Pour pouvoir passer un concours externe, ensuite il y a une formation qui se déroule à Corba, à côté de Lyon, qui dure 4 mois.
maintenant. Et ça permet cette formation d'apporter quand même des connaissances lors des contrôles comme ça. Et puis à force de contrôler, à force de lire la réglementation, on commence à maîtriser un peu mieux toutes ces questions. Il y a certainement, enfin c'est même sûr, une évolution des connaissances. Peut-être, tu as peut-être une formation, je sais pas, annuelle ou quelque chose de régulier un peu peut-être pour... on a accès forcément à des formations continues. Il y a un choix assez important en formation continue, tout à fait, comme dans beaucoup d'entreprises, je suppose. Bon, moi, je suis de la fonction publique, donc je ne connais pas le milieu privé, mais on a un catalogue de formation continue assez conséquent, oui. Puis il doit y avoir des choses obligatoires peut-être chaque année pour tout le monde, pour tout le service peut-être Obligatoire, non. Alors, on nous pousse un petit peu où... Chaque année, en début d'année, on a un entretien d'activité, un entretien professionnel. Ça, je crois que c'est un petit peu partout. Oui. Où là, on échange et on nous demande de faire des formations par rapport à des lacunes qu'on peut avoir. Les lacunes qui ont été constatées l'année précédente. D'accord. Mais il n'y a pas vraiment d'obligation, quoi. Ouais. Le terme obligatoire, non. On est poussé à faire des formations, oui. Puis c'est toujours intéressant de faire des formations. On rencontre d'autres collègues et on acquiert une expérience. Est-ce que justement sur l'évolution, en plus tu as une grande expérience du coup du métier, 39 ans, est-ce qu'il y a des pratiques, des choses que tu faisais ou que tu voyais il y a 30, 40, enfin il y a 20, 30 ans, qui aujourd'hui sont complètement désuètes, où tu te dis, là on a évolué là-dessus maintenant tout évolue, hein, on est bien d'accord. Alors te dire ça, non, parce que moi dans mon parcours professionnel au sein de la DDPP, qui s'appelait, moi, quand je suis rentré, DSV, Direction des services vétérinaires, puis Direction départementale des services vétérinaires, des DSV, eh bien, je n'ai pas fait toujours de l'hygiène alimentaire. J'ai fait de la santé animale, j'ai fait des inspections en abattoir de bovins, en abattoir de volailles, puis de la santé animale, un peu d'informatique, et puis de l'hygiène alimentaire. Donc, je n'ai pas suffisamment de recul en hygiène alimentaire, comme tu parles de 20 ou 30 ans. Oui. Moi, j'ai plutôt un recul de 6, 7 ans, 8 ans. Voilà. Tu parles des abattoirs. C'est dur à vivre, à voir ? Faut pas être sensible. Ouais, parce qu'il y a tout l'environnement aujourd'hui avec les associations de défense, etc. Comment toi tu le vois encore plus peut-être, j'ai envie de... Alors, nous, on est garant justement au niveau de la protection animale, même si, l'animal, on sait où il va finir. On est là pour être les garants de la façon dont se déroule l'abattage, qui doit être fait dans des règles. Après, d'un point de vue sensibilité, tout le monde ne peut pas accepter de travailler en abattoir. Ça, c'est certain. Même si on n'est pas au plus près de l'abattage de l'animal, parce qu'on n'est pas au moment où on abat l'animal, on est là au moment où on le contrôle. Tous les animaux, par exemple, dans les abattoirs de bovins, il y a maintenant 2 abattoirs de bovins en Vendée. Chaque bovin est contrôlé par un collègue. Chaque bovin. On est bien d'accord. Les volailles, c'est plus compliqué, parce que ça passe à une vitesse, c'est des lots, c'est des contrôles en anté-mortem, avant la mort. Mais le bovin est contrôlé. Chaque bovin est contrôlé, systématiquement. Parce que, justement, ça me fait penser, là je pense à ça vraiment comme ça, c'est toutes les vidéos qui sont sorties d'abattoirs, etc., que tu as certainement vues, ou vous en avez certainement parlé. Ce qui était un peu décrié des fois, c'était aussi, ce qui était dit, c'était, il n'y a pas assez de contrôle dans les abattoirs. Tu vois, toi, c'est clairement ton métier. Alors, comment toi, tu le vivais de l'intérieur ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Alors, de l'intérieur, oui, du ministère de l'Agriculture, mais je n'étais pas sur place. C'est compliqué de se mettre à la place de mes collègues qui sont en abattoir, qui sont tous les jours confrontés au problème et qui, par moment, ne le voient plus, le problème, puisqu'ils sont tous les jours avec ce problème-là. Et c'est humain, ça. Quand on voit une chose qui est sale tout le temps, on ne s'aperçoit pas qu'elle est sale. Une salle ou des choses comme ça. J'en reviens, par exemple, au contrôle d'hygiène dans des établissements où les gens, ils ne voient pas que c'est sale. Et c'est après qu'ils nous disent merci. Donc, dans les abattoirs, ne pas voir que ça ne se passe pas correctement, ça peut être vrai. C'est humain, oui. Alors, je ne me mets pas à leur place, mes collègues. Non. Ouais. Je vois bien. Après, l'association, on en parle de L214, ils sont aussi des donneurs d'alerte. Après, il y a des fois où, c'est vrai, ça fait peur, mais c'est aussi le quotidien de beaucoup d'abattoirs. Puis ça peut vous aider. Oui, ça peut vous aider, vous, au final. Oui. Est-ce que toi, forcément, j'imagine, mais tu as vécu des crises alimentaires de l'intérieur ? Je pense vache folle,
grippe aviaire, toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux raconter comment on vit ça, toi, de ton métier qui est au cœur de la machine? Ma première crise, tu l'as nommée, c'est la crise de l'ESB, l'encéphalite spongiforme bovine, la vache folle, dans le langage courant, donc qui nous venait d'Angleterre. Et c'est arrivé chez nous au tout début, les premières, ça devait être en 1995, où on a recensé des veaux de batterie. À l'époque, ils étaient élevés des cases individuelles, des veaux de lait, et on devait recenser tous les veaux qui étaient venus d'Angleterre pour être abattus, euthanasiés, même pas abattus, euthanasiés. Donc le résultat, c'était que l'animal allait à l'équarrissage. Donc ça, je me souviens très très bien, ça devait être en 1995, et ça nous avait beaucoup occupés. Et dès 1999, on a commencé, parce que la Vendée avait 2 sites d'équarrissage. Et les cheptels qui étaient déclarés positifs à l'ESB à l'époque, beaucoup de cheptels étaient dans l'Ouest, et beaucoup de cheptels de l'Ouest, de la Sarthe, des Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, étaient donc abattus à l'équarrissage, au départ à Chaland et après à Benay. D'accord. Donc c'est nous, agents des services vétérinaires à l'époque, qui organisions les abattages. Ah oui. Oui, les euthanasies même. C'était parce que les animaux étaient euthanasiés, étaient ensuite, ça partait pas pour la consommation humaine. Donc c'est vrai que ces crises-là, cette crise de SB, ça nous a tenu un paquet d'années et ça nous a énormément sollicité. Oui. Beaucoup de temps passé. À ce point-là, quoi. Oui, mais ça m'arrivait d'embaucher à 23h le soir pour faire des abattages la nuit. Ou des choses comme ça. Donc tu assistais à la scène Oui, il y a 25 ans de ça, oui, plus de 25 ans. On fallait t'accrocher. On faisait la manutention des animaux, Ah, tu le faisais carrément. Ah oui, c'était pas juste. Non, c'est pas nous qui faisions l'euthanasie. C'est un vétérinaire, c'est un acte vétérinaire. Donc moi, je ne suis pas vétérinaire, oui, je précise quand même. Donc c'est un acte vétérinaire, donc il doit être fait par un vétérinaire. Mais oui, c'était assez contraignant et choquant même, surtout. J'imagine, et je mets à la place, à l'époque, des éleveurs qui, le soir, se couchaient avec plein de bruit dans les étables, les bruits des animaux, et le matin, il y avait plusieurs camions qui venaient, qui emmenaient tous les animaux. Alors, tous les bovins. Et quand les camions repartaient, les gens, il n'y avait plus aucun bruit dans la ferme. Eh bien, il faut penser à ces gens-là. Ouais, c'était terrible. Et il y a eu beaucoup de cheptels dans l'Ouest, en Vendée aussi, bien sûr. Et on s'occupait moi, je m'occupais de la partie logistique de l'abattage, par exemple. C'est fou comme à s'imaginer. Puis après, les crises plus récentes, l'influenza aviaire, oui. Où on allait dans les élevages vérifier que les animaux étaient bien morts et évacués vers un centre d'enfouissement ou l'équarrissage. Et c'est quoi les causes de ces maladies généralement ? Alors là, je ne suis pas vétérinaire, donc c'est compliqué. L'ESB, c'est un prion qui est venu parce que... Alors, c'est un prion d'origine, alors je ne voudrais pas raconter de bêtises. Ouais, on va aller dans le technique, là. C'est d'origine des ovins, des moutons. C'était de la farine d'animal en provenance de moutons qui était donnée aux vaches. C'est pas terrible, on donne de la viande à manger aux vaches. Et donc cette farine n'était pas assez cuite. Ah, d'accord. Et ça détruisait pas le prion. D'accord. Et donc, c'est un verre, le prion, c'est un non, verre, non, c'est même pas un verre, c'est quelque chose de pas palpable. D'accord. Et donc, ou même pas visible. Et ça, en Angleterre, donc ils ont commencé à donner à manger leurs vaches, et puis après, c'est venu en France par les mêmes biais. D'accord. Et puis l'influenza aviaire, c'est donc le milieu sauvage, les animaux sauvages qui transportent ce virus. Tu disais, tu dépends du ministère de l'Agriculture. Oui. Clairement, tu as été au contact, et tu parlais tout à l'heure des éleveurs. Comment ils vont les agriculteurs vendéens ? Parce que tu côtoies que des agriculteurs vendéens, j'imagine. Non, en fait, dans ma fonction, comme je vous l'ai dit, au sein que tu as côtoyé. Oui, non, alors c'est vrai qu'il y a quelques années que je ne côtoie plus d'agriculteurs, mais dans ma fonction, je n'ai plus à côtoyer d'agriculteurs, ce sont mes collègues. Donc il y a plusieurs services au sein de la DDPP. Il y a un service santé et protection animale qui, eux, côtoient les agriculteurs tous les jours, que ce soit physique ou au téléphone.
Mais malheureusement, ou enfin bon, ça change. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je ne côtoie plus les agriculteurs parce que j'ai changé de direction au sein de la DDPP. Alors, le monde agricole va jamais bien. Il y a toujours des problèmes, il suffit de suivre un peu l'actualité pour savoir que le monde agricole ne va pas toujours bien. Ça se ressent pas forcément dans les contrôles. Parce que les gens ne veulent pas montrer que ça ne va pas. Les agriculteurs, quand ils reçoivent des collègues, ils savent que les collègues ne sont pas là forcément pour leur mettre des bâtons dans les roues. On avance avec eux. Et généralement, l'agriculteur ne se plaint pas directement. Non, oui. Pas auprès de nous. Parce que c'est un peu l'image... Alors, personnellement, que moi j'ai, c'est qu'on voit beaucoup... Alors, il y a eu la loi Duplomb, par exemple. En ce moment, on parle de la loi Duplomb. Alors, c'est pas forcément la partie hygiène, mais c'est la partie un peu déréglementation, on autorise de nouveaux produits, etc. Et souvent, le discours, c'est il y a trop de normes, etc. Et les normes, clairement, c'est votre métier, c'est vous qui venez pour les appliquer. Donc, on pourrait se dire, il y a friction, quoi. Quand vous arrivez sur place, c'est compliqué. Les normes, elles sont édictées par l'Union européenne. C'est des textes européens qui sont appliqués par le ministère de l'Agriculture et par nous, forcément, sur le terrain. Les agriculteurs les connaissent, ces normes. Il y a des échanges. C'est le jeu, malheureusement. C'est comme ça. Après, il y a la norme et puis après, il y a le terrain. Il y a des distorsions de temps en temps. Mais non, les agriculteurs, ils les connaissent, ces normes. Donc, il y a un dialogue et puis après, ça avance. Ouais, ils sont quand même... ils vont vers l'avant. Alors, je vais faire mon vendéen, mais en Vendée, on a des agriculteurs qui vont vers de l'avant, qui ne regardent pas derrière, ils regardent devant. Et en général, quand il y a un problème, quand ça ne va pas, ils mettent les deux pieds dans le plat, puis ils font pour que ça le fasse et que ça avance. Tu disais le slogan de la fourche à la fourchette. Donc, en fait, dans ton métier, tu as une vision sur toute la chaîne de production. Du champ, là où va naître le produit, que ce soit de la viande, des légumes, ce qu'on veut, jusqu'à l'usine, jusqu'à le supermarché. Oui. Clairement, avec cette vision que tu as, est-ce que nous, petits Français, petits Vendéens, on mange vraiment local ? Ah non, on ne peut pas dire qu'on mange vraiment local. Il y a une notion de circuit court qui est très à la mode. Oui. Il faut préciser que le circuit court, ce n'est pas le fait de prendre un produit qui est à 3 km de chez soi. C'est le circuit court, une notion d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a le producteur, le vendeur et le consommateur. C'est ça le circuit court. Ça veut dire que je peux acheter un poulet brésilien, il n'y a pas d'intermédiaire, mais c'est un circuit court, quoi. Exactement, tu as résumé la situation, j'allais le dire. C'est-à-dire qu'un magasin ici en Vendée achète un poulet à un producteur brésilien, directement, c'est un circuit court. Il a le droit d'estampiller, de faire une jolie... non, il a déjà surtout le droit de dire d'où vient le poulet. Ça, c'est une première chose, mais ça peut être un circuit court. Alors, en général, les circuits courts sont plutôt liés à des zones géographiques ou à des kilométrages. C'est dans l'esprit des gens et dans l'esprit des professionnels aussi. Mais il faut remettre quand même l'église au milieu du village. Oui, parce que j'avais... Alors, je voudrais pas balancer de chiffres à l'emporte-pièce, mais j'avais vu quelque chose comme quoi 80% des aliments, je crois, dans une cantine scolaire, c'était même pas français, ni bio... Toi qui as une vision sur toute la chaîne, c'est vrai, alors, c'est pas vrai, c'est en partie vrai. Alors je ne fais pas l'inspection des restaurations collectives, donc des collèges. C'est un collègue ou deux collègues dans le département qui font ça, 3 même collègues. Donc je connais pas bien ce milieu-là. C'est vrai qu'on a une spécificité et on connaît pas vraiment les spécificités des autres quand on n'a pas fait tous ces postes-là. Il y a une nouvelle réglementation, la loi Egalim, qui impose à ces restaurants collectifs, donc des collèges, de mettre un minimum de produits biologiques et de produits circuits courts, ou produits locaux. Donc, ça, c'est une réglementation. Et ce contrôle est effectué par mes collègues. D'accord. Donc, les cantines scolaires ou autres, ils le font. Ils le font. Moi, je mange tous les jours au restaurant interadministratif, au RIA, à La Roche-sur-Yon, et ils l'affichent. Donc, du bio, du végétal, du circuit court, etc., etc. Oui.
Parce que j'avais cette discussion moi, avec un agriculteur il y a peu, où il y a le mythe, on voit aujourd'hui beaucoup à la télé, ça parle de l'agriculture française, c'est génial, c'est trop beau, on est trop fiers de nous. Et je parlais avec lui, il me dit, bon, oui, mais après, c'est collecté par un intermédiaire, un grossiste, et puis après, ça part dans les ports. Donc, finalement, on ne sait pas trop si on mange local. C'est plus ça, toi qui as été au contact aussi des agriculteurs. Est-ce que tu te rends compte de ça au quotidien, quoi? Manger local, tout le temps, c'est pas possible. Puisque si on parle par exemple local vendéen, on ne produit pas tout. Ça, première chose. Après, la mondialisation fait que, et puis les habitudes des consommateurs font qu'à une période de l'année, je veux des fraises par exemple, en plein hiver, des fraises en plein hiver, c'est pas possible. Mais ça vient, mais ça vient de l'étranger. Alors ça c'est un exemple tout bête, mais on mange quand on va au restaurant, que ce soit des restaurants d'entreprise, des restaurants de collège, de lycée, ou bien d'un restaurant tout simple à côté de chez soi, on mange forcément à un moment donné des produits qui viennent de l'étranger. Ah oui, parce que d'abord c'est pas fait chez nous en Vendée, c'est pas fait en France non plus, donc on est obligé de les manger de l'étranger. Puis il faut pas oublier qu'on vend nous des produits à l'étranger. Je voudrais remettre quand même un petit peu ça sur le tapis, c'est que faut pas oublier que la France exporte énormément de produits agroalimentaires, parce qu'on est la France et la Vendée en plus, donc on exporte énormément de produits agroalimentaires, donc on est bien obligé d'en acheter aussi. Puis de toute façon, on ne produit pas tout. C'est impossible. Même en volaille, alors si vous achetez une volaille de Chaland par exemple, la Belle Rouge, forcément elle aurait été élevée à Chaland et abattue en Vendée. En plus, forcément. Ah oui. Les volailles de Chaland sont abattues en Vendée. Ok. On parlait justement des contrôles, etc. Toi, c'est plus les restaurants, toi, aujourd'hui, ce que tu fais Alors, aujourd'hui, donc ça fait 1 an que j'ai changé un petit peu, mais j'ai plusieurs casquettes. Alors, je contrôle les usines d'alimentation animale. D'accord. Donc, en fait, quand on donne à manger un animal que l'on va manger, donc un animal de rente, une vache par exemple, un veau, un mouton, une volaille, un cochon, eh bien on contrôle ce que l'agriculteur va lui donner à manger. Donc on a beaucoup d'usines en Vendée, on en a une 20aine. Ah donc, oui. Oui. On est là aussi un gros département qui fait de l'alimentation animale et l'alimentation aussi des chiens. Donc une usine qui fabrique des croquettes. D'accord. Donc ça aussi, je l'ai dans mon giron. Mais comme je connais aussi, de par mon expérience, les contrôles dans la remise directe, donc dans les restaurants, je donne un coup de main à mes collègues qui font les restaurants durant l'été. On est en pleine période où on intensifie les contrôles donc en Vendée. Pas que sur la côte, parce qu'on peut aussi aller contrôler à la Venise verte, qui est quand même assez fréquentée par les touristes, et puis côté Puy du Fou aussi. Oui, ça ne nous empêche pas aussi de faire quelques contrôles en dehors de la côte. Et par rapport à ça, on parle souvent de l'État, le budget, etc. Est-ce que tu as les moyens de bien faire ton travail? Question qui fâche peut-être. C'est une question, alors si je réponds de mon côté, moi à mon niveau, oui. Si on parle de moyens, c'est-à-dire qu'on a les moyens informatiques, on a les moyens matériels, véhicules, informatiques, etc. On a le temps de faire nos contrôles. On a des locaux, ils sont vieillissants, mais on a des locaux quand même. Alors, je ne sais pas, quand on parle de moyens, est-ce que c'est des moyens financiers? Nous, les moyens financiers, on n'a pas besoin de gros moyens financiers. Après, si un syndicaliste de mon métier m'écoute, il va sauter au plafond en disant « Mais non, il nous manque de moyens ». Alors, on manque de moyens humains pour tout faire. Ça, c'est sûr. Si les moyens dont tu parles, c'est ça, eh bien, on manque de moyens humains. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. D'accord. Mais les politiques sont plus à diminuer le nombre de fonctionnaires d'État plutôt qu'à l'augmenter. Donc, il y a quand même, depuis bientôt 2 ans, une nouvelle réglementation, une nouvelle loi qui a fait que les contrôles de restaurants, les contrôles routiniers, on va dire, la programmation, est effectuée par un prestataire.
Donc, ça fait donc bientôt 2 ans, oui, ça fait depuis le 1er janvier 2024 que les contrôles sont délégués à une société. Et ils font beaucoup plus de contrôles que nous, parce qu'ils sont plus nombreux, et ils ne font que ça. D'accord. Nous, on répond au téléphone. On privatise le contrôle. Le contrôle de l'hygiène. Alors là, c'est une vraie découverte. Alors, c'est privatisé depuis 1 an et demi, un peu plus. Alors, est-ce que c'est un copain d'un ministre qui l'a décidé? Alors ça, j'en sais rien. C'était dans les cartons depuis 10-15 ans. Donc, ça fait longtemps qu'on en parlait de la privatisation de ces contrôles. Mais attention, quand il y a un gros problème, cette société fait appel à nous. Donc on est là un petit peu pour faire le pompier. Et lorsqu'il y a des mises en demeure ou des fermetures, eh bien c'est nous qui intervenons. Par contre, là, on prend la main. En fait, ils font pas le petit boulot, mais le tout venant, on va dire, la quantité... Oui, ils déblayent le terrain, exactement. On va dire. Oui, c'est un terme un peu péjoratif, mais c'est ça, oui. D'accord. Donc, comme ils font plus de contrôles, en fait, en gros, quand on faisait des contrôles avant, on était 2, 3, 4, ça dépendait, on avait un taux de fermeture, un taux de mise en demeure, un taux d'avertissement et un taux de très bons élèves. Eh bien là, ils ont le même, sauf qu'ils font beaucoup plus de contrôles. Donc, tout ce qui est mise en demeure ou fermeture, ça nous revient. Donc, comme ils font plus de contrôles, il y a plus de mise en demeure et de fermeture. Donc, ça devait nous enlever du travail pour faire autre chose. Bah, c'est l'inverse. Ça nous a donné du travail. Je suis un peu suspicieux toujours, moi, dès que j'entends privatisation, parce que moi, j'entends rentabilité quand j'entends privatisation. Donc, je me dis, est-ce que ils vont pas, tu vois, c'est toujours ça. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je dis pas que c'est la bonne, mais je me dis, si on délègue ça à un prestataire, bah lui, tout ce qu'il veut, c'est faire du chiffre, faire du rendement, pour le coup. Et est-ce que ça nous desservirait pas, nous, en tant que consommateurs? Peut-être que le sujet est trop sensible pour que ça déraille. Hein. Sujet sensible, mais non, ils ont une programmation. Et ils doivent, donc le ministère de l'Agriculture leur a donné un nombre d'inspections à faire. Ils doivent les faire. Voilà. Après, comme ils sortent un taux de mise en demeure et un taux de fermeture pratiquement identique au nôtre, ça veut dire que le travail est fait à peu près comme nous on le faisait. Oui. Qu'on le fait. À surveiller au final. Oui, on les surveille. On les surveille, hein, oui. Il y a des échanges, mais très très souvent des échanges et des réunions justement pour échanger sur leur façon de travailler. Et ils nous posent des questions. Hein. Non, il y a un échange avec cette société qui intervient dans les restaurants. Alors, s'il y a des professionnels des métiers de bouche ou de restauration qui m'écoutent, ils vont comprendre de ce que c'est, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ton métier? C'est un métier important. C'est un métier indispensable pour garantir la bonne sécurité alimentaire des Français. Après, est-ce que je suis fier de mon métier? Oui, certainement. Il y a une vraie utilité. Hein. Oui, parce que c'est vrai que le fait de venir faire ce podcast avec toi, c'est venu parce que quand je rencontre des gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, et au bout de la conversation, au bout d'un moment dans la conversation, on dit « qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Quand je dis, moi je travaille, mais c'est super ce métier, et ils ont un peu une approche comme tu l'as toi, ils posent des questions. Ah, mais alors quand tu vas dans des restaurants, quand tu vas quand tu vas à l'abattoir, etc. Donc ça intéresse les gens, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui dans ce podcast, parce que en fait, les gens ne savent pas que ce métier existe quelque part. Donc, renseignez-vous, ceux qui m'écoutent, qui sont intéressés pour rentrer au service vétérinaire, renseignez-vous auprès de la direction départementale de la protection des populations à La Roche-sur-Yon. Et puis, ou dans les autres départements. Dans les autres départements, bien sûr, parce que on peut nous écouter sur toute la France. Il y a une direction par département. Et allez vers eux et ils vous donneront des renseignements sur la filière des métiers du ministère de l'Agriculture. Alors, il n'y a pas que la DDPP, il y a aussi les DDT et DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, qui aussi ont en leur sein des gens du ministère de l'Agriculture. Parce que tu me disais en plus en off tout à l'heure, vous manquez de personnel, ça recrute. Oui, on recrute tout le temps. Alors, pour rien vous cacher, on recrute souvent des personnes, alors c'est des contractuels, qui peuvent rentrer au sein de nos services et qui ensuite, quand ils sont rentrés au sein de nos services, et si le travail leur plaît, peuvent passer un concours.
Donc, il y a des gens qui les entourent, des collègues, des cadres, beaucoup sont des vétérinaires, les cadres, et qui les aident à passer ce concours. Hein. Donc, mettre le pied au sein de la DDPP, c'est aussi intéressant si on veut faire carrière dans l'administration. Et on recrute aujourd'hui, on recherche souvent des gens pour aller travailler dans l'inspection d'abattoirs de volailles. On est un gros département d'abattoirs de volailles en Vendée. Et on recherche des personnes pour les abattoirs de volailles. Pas que les abattoirs de volailles, mais entre autres. Faut être accroché. Pour faire ce type de métier, je pense non. que... J'ai travaillé dans une usine. Hein. Ouais. Depuis le temps que je travaille, donc on l'a dit tout à l'heure, 39 ans, de mon souvenir, j'ai connu une personne qui est rentrée au service vétérinaire, à l'abattoir, hein, et bien, qui est restée 3 jours, qui a dit « je ne pourrai jamais faire ce métier ». Mais je ne me souviens pas d'en avoir croisé d'autres. C'est-à-dire qu'avant de rentrer au service de la DDPP, il y a beaucoup de gens qui commencent par l'abattoir. C'est 98% des agents commencent par l'inspection en abattoir, c'est mon cas. C'est le bizutage ? Oh, c'est pas ça, non, c'est le parcours normal d'un technicien. Eh bien, les gens, avant de rentrer, ils savent, parce qu'ils se sont renseignés, parce qu'ils nous ont rencontrés, parce qu'on leur a dit que le travail en abattoir, c'était pas toujours facile, pas toujours simple, et puis ils le savent. Donc beaucoup n'acceptent pas de rentrer, hein. Mais ceux qui rentrent, ils y restent, pour beaucoup, oui, qui font carrière comme moi, 39 ans. Il y en a qui ont fait carrière, qui sont dans ce service depuis bien plus longtemps que moi. Alors, tu disais carrière, juste... notion du salaire, je voulais connaître ton salaire quand on s'est eu au téléphone. Tu me dis, tu vas sur Internet, c'est public. Exactement. Je suis technicien de catégorie B. Donc, technicien de catégorie B au sein du ministère de l'Agriculture. Vous tapez ça sur Google, vous avez la grille de salaire. Alors, parce que les gens sont un peu flemmards. Pour alors, le début, dire à peu près... je crois qu'on débute... Alors, il y a beaucoup de primes. Donc c'est compliqué de donner un salaire exact. Un débutant et on va dire quelqu'un de... Je pense qu'un débutant, il doit être autour de 1600 €, 1700 € net. Ouais. Et à la fin, autour de... Alors un salaire net avec les primes, autour de 3000 €. Ouais, classique pour un métier de catégorie B. Quoi. Ouais. Oui. Si vous recherchez technicien de catégorie B du ministère de l'Agriculture ou même de la fonction publique, vous avez une grille de salaire. Alors, moi, je suis chef technicien. Donc, vous regarderez, il y a 3 grilles, 4 grilles maintenant même. Donc, je suis dans la dernière grille, chef technicien. Une dernière question sur la partie vraiment travail. Qui est responsable s'il y a une défaillance en cas de contrôle ? Mon directeur. Pas toi ? Si, mais c'est la finalité, c'est mon directeur. S'il m'écoute, peut-être qu'il m'écoutera d'ailleurs, Christophe. Oui, parce que c'est... Alors, bien sûr qu'on est responsable de ce qu'on fait. On signe le rapport d'inspection. Je parlais tout à l'heure que l'on fait un contrôle et derrière, on sanctionne le contrôle par un rapport d'inspection que l'on envoie aux professionnels. Le rapport d'inspection, c'est le technicien qui le signe. Donc, il est responsable de son inspection. Il est responsable de ce qu'il met dans le rapport. Le courrier est signé par un cadre. Mais c'est que le courrier qui est signé par un cadre. Le rapport, c'est nous qui le signons. Donc, on est responsable de ce qu'on met. Mais s'il y a une responsabilité encore plus haute, puis je suis sûr que mon directeur me défendrait. Donc, parce que, justement, moi, je pars du principe de demain, tu contrôles un restaurant. Pour toi, il n'y a pas de souci, on met une bonne note, etc. Tu rentres chez toi. 3 jours après, décès d'un enfant de 8 ans. Tu vois, l'émotion, tout ça, tout ce que ça peut impliquer. Et pourtant, tu as contrôlé et finalement, il y a un contrôle et on se rend compte que ça n'avait pas été vu. Là, personne n'est infaillible, on est bien d'accord. Que ce soit le contrôleur ou le contrôlé. Donc, des situations comme celle-ci, fort heureusement, on ne les a jamais rencontrées. J'espère ne jamais la rencontrer. Je te le souhaite, oui. Après, ça serait quand même fort étonnant parce que quand on arrive dans un établissement, quand il y a vraiment des problèmes, on le voit. On le voit tout de suite. Et là, on met le doigt dessus. Alors, on échange avec le professionnel. Il y a des échanges, quand même, verbal. Il y a le rapport d'inspection qui met le doigt sur les non-conformités. Ce que tu mets en avant, si ça arrive, ce sera ni de la faute du professionnel, je pense, ni de la faute du technicien qui aura contrôlé. Ça sera plutôt un problème de matière première. Alors, matière première, c'est les produits que l'on achète pour faire à manger. Des situations comme celle-ci, ça serait quand même grave et moi, ça m'est jamais arrivé, non. Fort heureusement. On arrive sur la fin.
Est-ce que tu as des fiertés, des anecdotes à raconter? On parlait de l'actualité, il y a eu un camping qui a dû fermer grâce au travail d'un de tes collègues notamment. Est-ce que toi, tu as des fiertés, des choses à partager, des anecdotes peut-être aussi à raconter sur ce que tu as pu voir en 39 ans? Oh, des anecdotes, là comme ça, à froid, enfin bon... Quand on est en contrôle comme ça, on est vraiment dans notre métier. Donc on ne déborde pas, on a des échanges. Des anecdotes plutôt négatives, oui, ça arrive. Tiens, je vais contrôler, j'ai aussi contrôlé des boucheries. Je vais contrôler un boucher, c'était un vendredi matin. Il va peut-être se reconnaître s'il m'écoute. Et là, il me dit, non, mais vous venez un vendredi matin, mais c'est pas possible. Et là, le gars, il était vraiment vexé, quoi. Je dis, moi aussi, je travaille le vendredi, donc il n'y a pas de raison, quoi. Vous travaillez aussi. Et je lui dis, mais vous inquiétez pas, le travail va se faire. Vous allez continuer à travailler. Moi, le contrôle va bien se faire, et vous verrez. Et à la fin, il était vraiment remonté, le gars. Hein. J'ai cru que j'allais pas pouvoir faire mon inspection. Et à la fin, il m'a dit merci. Et il m'a même proposé un café. Donc, en fait, ça c'est une anecdote, enfin, c'est quelque chose qui est très courant, ça. J'en reviens aussi quand on contrôle, qu'on met des mises en demeure. Donc on a fait même des menaces de fermeture. Parce que des fois, la fermeture immédiate, c'est exceptionnel. Par contre, quand on fait une mesure administrative avec une menace de fermeture, on laisse à la personne de se retourner, quoi. On lui laisse 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et combien de fois on retourne voir le professionnel et il nous dit merci. Et ça fait plaisir quand on nous dit merci. Mais ils nous disent merci, pour la majorité, c'est vous nous avez ouvert les yeux. Donc c'est ça, c'est gratifiant. C'est gratifiant. Ça, c'est une anecdote gratifiante, en fait, dans notre travail. C'est-à-dire que beaucoup de professionnels ne nous voient pas comme des méchants. Des gens qui vont leur fermer leur établissement et tout ça. Ceux qui pensent ça, c'est qu'ils sont déjà fautifs. Ils le savent. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, tout se passe très très bien. Le dernier contrôle, c'est paru dans les médias, donc sur Bretignolles-sur-Mer, un restaurant tout à fait correct, un restaurant qui est sur la Corniche, qui est très bien. Le monsieur, quand on est arrivé, on était nombreux, il y avait les journalistes, il a dit « Oui, non, mais faites le contrôle ». Et quand on a eu fini, de toute façon, je savais que je n'avais pas de problème. Il le savait. Donc tout ça, ça se passe généralement très bien. Ouais, il vous voit plus comme un support, quelque chose pour s'aider. Alors ça arrive, oui, quand je suis content de vous voir. Justement, j'avais des questions. Vous venez faire le contrôle, je vous attendais, j'ai des questions à vous poser. Alors normalement, dans notre métier de base, nous on a un métier régalien, c'est-à-dire qu'on a un contrôle, on constate et on fait le constat. Et c'est tout. On n'a pas à échanger avec le professionnel pour lui dire comment faire pour régler son problème. Normalement. Mais dans l'inspection, quand on parle, on discute, on pose des questions aux professionnels. En règle générale, oui, mais là, si vous aviez fait ça, bon, donc on donne des petits conseils. Le moins possible, parce que c'est pas à nous de donner des conseils. Et puis la personne contrôlée, si jamais il est recontrôlé par un collègue dans 2 ou 3 ans, il va dire « Ah, mais oui, mais votre collègue m'a dit que… » Donc, c'est pour ça que nous, on est en contrôle régalien, donc on applique la réglementation. On ne donne plus de conseils parce qu'on s'est fait souvent descendre parce que c'est vous qui m'avez dit ça, pourtant bon, je vous ai dit ça, bon, c'est du verbal. Grand classique. Voilà. Est-ce qu'il y a pour finir, il me reste 2 questions, un message que tu aimerais faire passer par rapport à ton métier, à part le fait que ça recrute déjà? Ouais, non, mais c'est un métier intéressant parce que c'est pas monotone. On rencontre plein de gens différents. Pour ma part, quand on va voir un professionnel, c'est des professionnels qui savent qu'ils sont soumis à des contrôles. Donc, on a un échange intéressant. La partie humaine est bien. On travaille dans un service où on est, si je ne me trompe pas, 17 personnes dans le service donc sécurité sanitaire des aliments. Moi, je suis. Donc, le service sécurité sanitaire des aliments, c'est 17 personnes, des femmes, des hommes, des chefs de service, des adjoints aux chefs de service. Il y a un travail d'équipe. Donc, faut aimer les gens. Oui. Il faut pas aller faire une inspection. C'est ça le métier. Si on va sur une inspection et qu'on n'aime pas les gens, ça va forcément mal se passer. Alors, je dis pas qu'il faut être gentil systématiquement. Je pense, si on compare par exemple à un policier, un gendarme, les policiers et les gendarmes, ils aiment les gens. Ils sont pas là que pour sanctionner.
Ils sont là aussi pour apporter leur soutien à certaines personnes. Donc, non, il faut aimer les gens pour faire ce métier, oui, je pense. Ouais. Et aimer, j'imagine, les règles, etc. Avoir un peu... on s'y fait ça. Ouais. La réglementation, on l'apprend, on la lit, on la relit, on la re-relit, parce que on est dedans tout le temps. Donc ça, c'est une habitude après. Faut aimer travailler en équipe, faut aimer travailler sur l'informatique, faut aimer répondre au téléphone, faut aimer rédiger des courriers, rédiger des rapports d'inspection. Beaucoup d'administratifs quand même. Il y a quand même beaucoup d'administratifs. Mais de plus en plus, vous allez voir les gendarmes et les policiers, c'est pareil. Ah oui, ça c'est c'est la maladie du justifié siècle. Justifié de ce que l'on fait, ça, c'est... par écrit. Alors ça a changé en 2004 pour nous. Il y a eu un gros chambardement en 2004 où il y a eu une nouvelle réglementation européenne qui a fait que, en fait, ça donne la responsabilité de l'établissement incombe aux professionnels, aux responsables de l'établissement, pas à nous, services vétérinaires. Donc, par exemple, si on remonte au Pizza Buitoni, l'affaire Pizza Buitoni, où l'usine Buitoni était contrôlée par mes collègues de la CCRF, donc les fraudes. Et les médias, les politiques ont tiré à boulet rouge sur mes collègues de la CCRF alors qu'il n'y avait aucune raison. La réglementation dit bien que c'est le professionnel qui est responsable. C'est pas le contrôleur de la CCRF qui est responsable. Le contrôleur de la CCRF avait mis le doigt sur les non-conformités, mais le professionnel n'avait peut-être pas pris conscience du problème jusqu'au bout. Donc, je ne connais pas le dossier par cœur, mais il ne faut pas tirer à boulet rouge sur le technicien qui contrôle l'établissement, parce que ce n'est pas le technicien qui est responsable. On est bien d'accord que c'est le responsable, le chef d'établissement, le responsable de l'entreprise, qui est responsable de ce qu'il met sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand je fais mes contrôles, j'utilise souvent ce point. Je dis souvent aux professionnels, attention monsieur, vous êtes responsable de ce que vous donnez à manger à vos clients. Et ça fait souvent réfléchir le professionnel. C'est pas moi qui suis responsable. Quand je vais contrôler, je ne suis pas responsable de ce qu'il met dans l'assiette. Par contre, lui, il l'est. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que les gens attaquent facilement au tribunal, portent plainte, etc. Ou même envoient des courriers, tout ça, pour dire que ça va pas. Le professionnel n'aime pas, quoi. Donc, quand je leur dis c'est vous qui êtes responsable, ça les fait réagir et prendre conscience. Oui, c'est peut-être quelque chose qui nous échappe aujourd'hui, c'est clair, je comprends totalement. Pour finir, est-ce que toi, il y a un métier que tu serais curieux de connaître, de découvrir dans ce podcast, bien sûr? Oui. Ah ben tiens, oui. Je connais quelques gars qui font des convois exceptionnels en moto. En moto? Oui. Depuis maintenant, ça doit faire 12-13 ans. La réglementation encore européenne a changé. Et donc, avant, les convois exceptionnels étaient escortés par les motos de la gendarmerie, les motos de la police ou des CRS. Et depuis 12-13 ans, ça a été retiré aux forces de l'ordre et ça a été donné à des sociétés privées. Voilà. La délégation a été faite. Et donc, j'aurais aimé faire ce métier, parce que je suis dans la vie, je suis motard aussi, passion de la moto, et j'aurais bien aimé être motard, pilote moto, convoi exceptionnel, moto jaune. D'accord. Et j'en connais. Si tu as je prends les contacts, je prends. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabrice d'avoir partagé ton expérience. Merci également à tous ceux qui ont permis à cette émission d'exister. N'hésitez pas à vous abonner et partager l'émission si elle vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience, si vous pensez que votre métier est méconnu et qu'il gagnerait à l'être, ou alors que votre quotidien n'a rien à voir avec l'idée que l'on se fait de votre métier, contactez-moi sur mes réseaux.